Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Guillaume Fontenelle, je suis conservateur au Musée national de la Renaissance au Château d'Écouen et je suis très heureux de vous accueillir dans l'exposition Le Renouveau de la Passion, une exposition qui est consacrée à la sculpture religieuse entre Paris et Chartres dans les années 1540. Alors pourquoi ce sujet qui peut paraître un peu difficile ou rébarbatif? J'espère vous convaincre par la beauté des œuvres qu'il s'agit vraiment d'un sujet très important. Il y a deux raisons qui ont motivé cette exposition. La première raison, c'est la volonté de vous montrer des œuvres qui depuis longtemps ne sont plus visibles parce qu'en trop mauvais état ou parce qu'en réserve. Et donc nous bénéficions dans cette exposition de l'apport de restauration récente et nous avons également pu, grâce à deux prêteurs très généreux, la Drac-Centre Val-de-Loire d'un côté et le musée du Louvre de l'autre, nous avons donc pu réunir des œuvres qui, pour certaines d'entre elles, sont séparées depuis la Révolution française alors qu'elles avaient été conçues pour être vues presque ensemble. Ça, c'est la première raison qui a motivé l'exposition. La deuxième raison, c'est un enjeu plus de sens, de fond, un enjeu plus fondamental, qui est la question de la compréhension de la manière dont se développe la Renaissance en France. La Renaissance, ça n'est pas un phénomène linéaire, ni en Europe, ni en France, et il y a des phases d'évolution, mais aussi des phases de basculement assez rapides. Et parmi ces phases, les années 1540 jouent un rôle très important. Alors, on a déjà eu l'occasion de parler peut-être davantage de ce bouleversement des années 1540 dans le domaine de la peinture, avec par exemple l'école de Fontainebleau. On en a parlé dans le domaine de l'architecture. Ici, le château d'Écouen constitue d'ailleurs un très beau témoignage du bouleversement que connaissent les pratiques artistiques très rapidement en quelques années autour de ces années 1540, mais peut-être qu'on n'avait pas assez insisté jusqu'à présent sur la commande religieuse, qui est extrêmement importante, non seulement en volume, mais peut-être aussi en enjeu, parce qu'avec la Renaissance, la religion passe au centre d'un véritable débat avec l'émergence progressive du protestantisme. Martin Luther, donc, qui est l'un des premiers grands fondateurs du protestantisme, a émis ses 95 thèses et a commencé à réfléchir sur une refondation de la religion au début des années 1520. Et en 1540, donc, l'Église catholique n'est pas restée inactive face à toutes ces propositions et aussi parfois face à ces agressions. Et il y a donc une volonté de réaffirmer un certain nombre de messages, en particulier par la commande sculptée. Et c'est aussi un des enjeux de cette exposition de le montrer. L'exposition comprend deux sections principales et dans chacune des sections, on commence par une œuvre que j'appelle parfois une œuvre un peu réactionnaire. Donc une œuvre traditionnelle qui montre ce que l'on considère comme de la très grande sculpture dans les années 1540, ce que l'on continue d'ailleurs parfois à commander, mais qui n'est pas novateur et qui n'est pas touché par ce bouleversement de ce renouveau des arts. Et ici, donc, nous ouvrons l'exposition par une œuvre qui a été prêtée par le musée du Louvre et nous en sommes vraiment très heureux parce que c'est une œuvre qui n'est plus montrée dans les salles du musée depuis une cinquantaine d'années. Elle n'était plus montrée parce que son état de conservation est délicat et aussi parce qu'elle exigeait une restauration qui permet de redécouvrir un aspect fondamental de cette sculpture qui est ce qu'on appelle donc la polychromie en termes savants, c'est-à-dire la couleur. Vous voyez que la sculpture est indissociable de la peinture, l'ensemble de la surface de la sculpture est peinte. Et nous avons beaucoup de chance à propos de cette œuvre parce qu'on conserve le marché de mise en peinture. Donc on ne connaît malheureusement pas le sculpteur, parce qu'on n'a pas le marché du sculpteur, mais on connaît le nom du peintre qui est intervenu et qui s'appelle Étienne Le Tonnelier. Alors cette œuvre, elle montre bien ce qu'on considère comme étant une grande sculpture religieuse depuis le début du XVIe siècle, peut-être même depuis la fin du XVe siècle en France. Il n'y a pas de rupture radicale en fait entre la fin du Moyen-Âge et la plus grande partie de la production du début du XVIe siècle. On poursuit les mêmes grandes idées. Alors, parmi ces grandes idées, il y a le principe que le fidèle doit pouvoir s'imaginer les grands événements fondateurs de la vie du Christ, de la vie des saints. Et pour qu'il puisse s'imaginer facilement cela, il faut abolir la distance chronologique entre le fidèle
et les événements. Et ici, on le voit très très bien à l'intérieur de l'œuvre parce que le donateur, qui est un chanoine de la cathédrale de Chartres, qui s'appelle Jean Favreau, figure dans la scène biblique. Il est là, il a malheureusement perdu son visage, mais on le reconnaît très bien parce qu'il a la tenue des chanoines de la cathédrale, et vous voyez qu'il est en prière au cœur même de la scène. Une scène qui se déroule dans un intérieur qui est un intérieur de son temps à lui. Nous avons un lit très riche, avec un dé, des montants pour supporter ce dé, et puis à l'arrière, ici, il y a un très très joli détail, il y a ce qu'on appelle un dressoir, qui en fait est un buffet qui comporte plusieurs étages, et dans ces étages, on peut présenter de la vaisselle précieuse, exactement ce qu'on voit là. Donc on est vraiment dans l'intérieur d'un grand bourgeois du début du XVIe siècle. Et pourtant, cette scène nous montre une toute autre histoire. Quand on regarde la scène, on se dit il y a un couple avec un jeune bébé. Le bébé était ici, malheureusement, on a perdu une partie de son visage, mais on le repère encore très bien. Il s'agit de toute évidence d'un couple de personnes riches. Il y a de la dorure, il y a le dressoir avec tous ces objets précieux, il y a une servante, et donc on pense tout naturellement qu'il s'agit de la naissance de la Vierge qui naît dans une famille très riche. Son père, Joachim, on nous dit qu'il a beaucoup de troupeaux, qu'il a beaucoup d'argent. Alors là, il y a un petit mystère quand même qui se crée parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons le marché de peinture de l'œuvre, et dans le marché de peinture, il est dit qu'on doit mettre en peinture Joseph, Marie et Jésus. Néanmoins, il est assez peu probable que cette scène représente vraiment la crèche, donc la grange très modeste où est censé être né le Christ. Et il faut donc comprendre que la personne qui a rédigé le marché de peinture ne devait peut-être pas très bien comprendre ou n'avait pas beaucoup accordé d'attention à ce qu'il était censé en fait vraiment rehausser de couleurs. Alors, de part et d'autre de la scène, nous avons deux figures de saints importants. Donc à gauche, Saint Jean-Baptiste qui est facile à reconnaître avec sa tenue d'ermite, et puis à droite, Saint Jean l'évangéliste qui a l'animal auquel il est associé, l'aigle, et qui a également une coupe où il y a une sorte de petit démon, parce que le saint a été victime d'une tentative d'empoisonnement, et donc le poison est signifié par ce démon, et évidemment Dieu lui a permis de triompher de cette tentative d'empoisonnement. Et ici, il y a un détail très très beau qui est que l'aigle tient dans son bec l'encrier qui va permettre à Jean d'écrire son évangile. Alors il y a comme ça un goût pour le pittoresque, pourrait-on dire, qui est aussi très frappant dans cette œuvre. Donc c'est une œuvre traditionnelle, mais attention, une œuvre de très haute qualité pour un retable très important de la cathédrale de Chartres. Alors, l'exposition, dans la partie qui est consacrée à Chartres, montre surtout l'œuvre d'un sculpteur majeur, qui est François Marchand. Alors, à Chartres, François Marchand a reçu deux commandes, toutes les deux très prestigieuses. La première de ces commandes concerne ce qu'on appelle le tour de chœur de la cathédrale. Le tour de chœur, c'est un véritable mur qui fait plusieurs mètres de haut et qui sépare la partie de la cathédrale qui est réservée aux chanoines et la partie où les fidèles peuvent déambuler, notamment pour aller voir les reliques. Et ce mur est orné en partie haute, à plus de 3 mètres de hauteur, de scènes qui représentent la vie de la Vierge et la vie du Christ. François Marchand a reçu la commande de deux scènes, le massacre des innocents et la scène qui précède la présentation au temple. Et il a également reçu la commande d'un bas-relief qui est adossé à un pilier juste à côté de ces deux scènes. Un bas-relief qu'en fait dans la cathédrale on voit très mal parce que d'abord on est en bas et ensuite parce que le relief est caché par une partie des figures du massacre des innocents. Ce relief montre la fuite en Égypte et nous avons la chance ici de pouvoir en présenter le moulage. Ce moulage est d'une qualité exceptionnelle et c'est un prêt extrêmement généreux de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Alors dans l'exposition, il y a une problématique un peu technique peut-être, mais qui peut être intéressante pour le visiteur, qui est celle de savoir effectivement comment est-ce qu'on peut présenter de la sculpture lorsqu'on ne peut pas déplacer la sculpture. Et dans cette exposition, je crois que nous avons à peu près tout essayé, toutes les solutions possibles ont été envisagées. Ici, vous avez donc un premier type, un moulage d'une qualité exceptionnelle parce qu'il utilise une technique qui n'est plus pratiquée aujourd'hui, qu'on appelle l'estampage à la terre.
C'est un moulage qui exige beaucoup de compétences, qui doit se faire très vite, mais qui permet de retranscrire le moindre détail. Et si on compare une photographie de l'œuvre et le moulage, il n'y a absolument aucune différence perceptible, y compris dans les éléments les plus infimes, comme par exemple sur ce rocher, où il y a une très fine branche de feuillage qui est juste incisée à la surface, eh bien c'est sur l'original et c'est sur le moulage. Il y a également des moulages au plâtre, mais avec des moules plus classiques, que nous avons dans la partie sur Paris, que nous pourrons voir tout à l'heure. Nous avons aussi des saisies 3D, donc plus modernes, et à partir de la saisie 3D, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des vidéos. Il y en a une dans l'exposition pour montrer les scènes justement du tour de cœur qui évidemment ne sont pas déplaçables. On peut aussi faire des impressions en résine à échelle ou à échelle réduite, vous en verrez tout à l'heure. Et on a même tenté une gravure directement sur pierre à partir de la saisie 3D. Donc vous voyez que les expositions sur la sculpture, elles ont aussi en ce moment un grand renouvellement parce qu'on a des possibilités de substitution d'œuvres qui ne sont pas déplaçables qui se sont fortement accrues finalement depuis une quinzaine d'années. C'est aussi un enjeu scientifique majeur parce que par les saisies 3D, on peut parfois voir des choses qu'on ne voit presque pas lorsque l'œuvre est dans son contexte original. Alors le relief que vous avez sous les yeux montre donc la fuite en Égypte, le moment où, pour échapper au massacre de tous les enfants juifs de la région de Bethléem qui a été décidé par le roi Hérode, la Sainte Famille que vous avez ici, Joseph, la Vierge et l'enfant, va trouver refuge en Égypte. Ils partent donc sur un âne et durant leur voyage, ils sont assistés par des anges. Ce voyage n'est pas évoqué dans la Bible, mais en revanche, il y a de nombreux textes qu'on appelle des textes apocryphes, c'est-à-dire des textes qui ne sont pas retenus officiellement par l'Église et qui racontent ce voyage. Et ces textes, à la Renaissance, sont très utilisés, y compris, vous le voyez, par l'Église officielle. Donc elle ne s'en sert pas pour définir la doctrine, mais en revanche, c'est un support très important pour la foi des fidèles. Et ici, plusieurs épisodes de la fuite en Égypte sont réunis. Nous avons tout d'abord le fait que la Sainte Famille est aidée et nourrie par des anges, et il y a ce très bel ange ici qui s'avance avec un plateau de fruits vers la Vierge. Il y a aussi le miracle du palmier. La Vierge, à un moment, se repose sous un palmier et puis elle a envie de manger des dattes. Et à ce moment-là, le palmier penche ses branches pour qu'elle puisse cueillir les dattes. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a ici, sur la gauche, ce magnifique palmier. Et puis, il y a aussi d'autres épisodes. Lorsque la Sainte Famille arrive en Égypte, eh bien, les idoles, donc les dieux païens de l'Égypte, sont renversés. Et cette idée est exprimée ici de manière très belle. Nous avons cette colonne, puis une statue de Dieu qui se casse. Et puis, dernier miracle, peut-être le plus extraordinaire, le miracle du champ de blé, ici. La Sainte Famille passe devant un champ qu'un moissonneur est en train de semer. Et comme par miracle, durant la nuit, le champ pousse et le lendemain, il peut être récolté. Les soldats que Hérode a envoyés pour poursuivre la Sainte Famille arrivent et interrogent le paysan. Ils lui disent « As-tu vu passer une famille de fuyards ?» Le paysan répond sans mentir « Oui, je les ai vus passer au moment où j'ai semé le champ. » Et à ce moment-là, les soldats se disent « Ah, ben, ça fait trop longtemps qu'ils sont passés, on n'a plus de chance de pouvoir les retrouver » et ils arrêtent la poursuite. Donc ici, nous avons une sorte de bande dessinée continue presque, pourrait-on dire, hein, plusieurs épisodes qui sont représentés et qui sont aussi très fortement hiérarchisés, puisque vous voyez que l'épisode le plus important, celui où on voit vraiment la Sainte Famille, est en relief, et il est même en haut relief, c'est-à-dire qu'on peut passer la main sous certaines parties de la sculpture, et puis il y a des épisodes donc un peu plus secondaires qui, eux, sont juste esquissés à l'arrière-plan. Alors, ce relief pose une question fondamentale qui est celle des modèles de François Marchand. Est-ce lui qui a conçu cette scène ou bien s'est-il inspiré de quelque chose d'autre? Et tout un courant de recherche a fait le rapprochement entre cette scène et l'œuvre d'un artiste parisien qui s'appelle Jean Cousin, en particulier dans la figure de la Vierge, mais aussi dans la figure de l'ange. Et on sait que ce Jean Cousin, qui est à Paris, a travaillé à Chartres, notamment à l'abbaye Saint-Père, pour des modèles sur des vitraux. Et on peut donc se demander si les chanoines de la cathédrale n'ont pas demandé à Jean Cousin un modèle, et ce modèle ensuite a été remis à Marchand, à charge pour lui
de le transposer en volume, ce qui n'est pas évidemment un travail totalement annexe, puisque la définition du volume et la lisibilité de la scène en volume reviennent vraiment au sculpteur. C'est très probable ici, en tout cas que Marchand a travaillé à partir d'un modèle qui n'est pas le sien, parce qu'on possède les marchés, donc les contrats qui ont été passés entre Marchand et les chanoines, et il est clairement dit que Marchand doit utiliser des patrons ou des ordonnances, et donc il s'agit très vraisemblablement de modèles qui lui sont fournis comme des références. Toute la question qui se pose, c'est de savoir quel est le degré de précision du modèle et quelle est la part d'interprétation du sculpteur. Et là, évidemment, le débat peut rester ouvert. Les œuvres de François Marchand à la cathédrale sont vraiment à redécouvrir, non seulement par des campagnes de numérisation 3D qui ont été faites des principales scènes, mais aussi parce qu'elles viennent de bénéficier d'une restauration extraordinaire. Le tour de chœur, comme la plus grande partie de la cathédrale, était vraiment profondément noirci, à la fois par la poussière, à la fois par l'activité religieuse, et une grande campagne de restauration est en train de s'achever actuellement, et cette campagne a vraiment totalement ressuscité le tour de chœur, qui est redevenu une clôture d'une grande clarté, et une clôture du coup où on peut vraiment voir les sculptures, leurs reliefs, le jeu des ombres et des lumières. Donc l'exposition invite aussi à une véritable visite à la cathédrale de Chartres pour découvrir cette restauration. À Chartres, François Marchand a reçu une deuxième commande en parallèle du tour de chœur. Donc exactement au même moment, il travaille pour l'abbaye Saint-Père, qui est une abbaye dont l'église existe toujours. Le reste de l'abbaye a été transformé en lycée et les bâtiments sont très très modernes. Mais l'église subsiste, et à l'intérieur de cette église, il a réalisé deux morceaux absolument fondamentaux. Tout d'abord le maître-autel, et ensuite le jubé. Alors ici, dans cette partie de l'exposition, nous avons rassemblé les œuvres qui proviennent du maître-autel, et tous ces décors ont été détruits à la Révolution et dispersés. Il en reste quelques morceaux à Chartres, mais beaucoup sont arrivés à Paris pour orner un musée, aujourd'hui disparu, mais à l'époque très célèbre, le musée des monuments français d'Alexandre Lenoir. Donc le relief que nous avons ici, orné le maître-autel de l'abbaye Saint-Père à Chartres, il a été prélevé par Lenoir à la Révolution, et il est aujourd'hui toujours présenté à l'École des Beaux-Arts, c'est-à-dire sur le site où se trouvait le musée d'Alexandre Lenoir. Et l'École des Beaux-Arts a donc très généreusement accepté de déposer ce relief qui est vraiment scellé dans les murs de l'école pour que nous puissions le présenter. Il y a trois reliefs qui ornaient le maître-autel, à savoir le portement de croix, la crucifixion et la descente de croix. Et nous avons donc pu faire des saisies 3D et des impressions à échelle réduite en 3D des deux autres reliefs. Alors, ces trois reliefs sont importants parce qu'ils sont très connus, et pendant longtemps, ça a été peut-être les œuvres les plus regardées de François Marchand à Paris, dans la chapelle de l'École des Beaux-Arts. Et ces œuvres ont un peu peut-être nui, d'un certain point de vue, à François Marchand, en particulier la dernière d'entre elles, qui est la descente de croix. La descente de croix a été exposée à deux reprises. La première fois en 1972, dans la célèbre exposition sur l'école de Fontainebleau au Grand Palais, puis ensuite en 1984, pour une exposition consacrée à Raphaël et à l'art français. Et cette œuvre, à chaque fois qu'elle a été exposée, a fait l'objet du même discours. Le discours a consisté à dire, mais au fond, François Marchand n'est qu'un copieur. Il s'est contenté de prendre une gravure très célèbre de Marc-Antonio Raimondi d'après Raphaël et de la transposer en sculpture. Et grâce à la Bibliothèque nationale, on peut faire tous les rapprochements dans l'exposition entre les modèles et les sculptures. Et donc nous exposons juste à côté de la copie de la descente de croix le modèle. Effectivement, vraiment, le rapport est très très proche. Il n'y a que le paysage à l'arrière-plan où il y a quelques détails qui sont changés. Pour tout le reste, les personnages, leur position, l'idée de la croix, les échelles qui forment un triangle, même le petit arbre à droite avec une branche morte, François Marchand a tout copié. Donc, on peut se dire, c'est vraiment un artiste qui n'a pas d'inspiration, dès qu'il n'a pas un modèle, ça ne marche pas. Sauf que cette interprétation, elle ne fonctionne que pour le troisième des reliefs du maître-autel. Quand on regarde le relief central, la crucifixion, que nous avons pu emprunter, les choses sont beaucoup plus compliquées. Alors, on voit que ce relief comporte deux grandes parties et que le concepteur du relief, l'artiste, a vraiment voulu cette opposition. Il y a le haut, où nous avons seulement les trois figures du Christ
et des deux larrons qui sont suppliciés en même temps que lui. Et cette partie, elle est séparée du reste par une ligne très fine qui est la courbure de la colline du Golgotha sur laquelle a eu lieu la crucifixion. Donc nous avons cette partie haute et nous avons une partie basse foisonnante avec un très grand nombre de personnages. La partie haute, Marion Boudon-Machuel, qui est professeur spécialisée dans la sculpture de la Renaissance à l'université de Tours, a découvert qu'en fait elle était inspirée intégralement, non pas d'une gravure, mais d'une plaquette, c'est-à-dire d'un petit modèle en bas-relief en bronze qui circule beaucoup à la Renaissance. Donc les modèles, on voit qu'à la Renaissance, ils circulent évidemment par le biais de l'estampe, du papier, qui est en plein développement au XVIe siècle, mais aussi par d'autres médiums, comme par exemple les plaquettes en bronze. Et donc la position des larrons, le Christ, tout ça est repris d'un artiste très célèbre qu'on surnomme Moderno et qui est un Italien qui a travaillé probablement vers 1490-1500. Donc vous voyez que là on est en 1540, donc presque 50 ans plus tard, on continue à utiliser des modèles qui viennent d'Italie. Donc là encore on pourrait se dire mais au fond ce marchand est un copieur, sauf que là il part de quelque chose de tout à fait minuscule avec très peu de détails et il va en faire une scène déjà beaucoup plus monumentale. Et puis surtout il y a la question du bas. Et dans la partie basse, il n'y a aucun modèle clairement identifiable. Et en revanche, il y a des figures qu'on va retrouver dans d'autres parties de la commande de Saint-Père. On peut se demander si là, ça n'est pas la main de François Marchand qu'il faut vraiment voir à l'œuvre. Ce qu'il y a de clair en tout cas, c'est que ce relief est un véritable morceau de bravoure. Il est sculpté dans de l'albâtre, qui est donc une pierre assez facile à sculpter, mais aussi un peu fragile. Ça vous explique d'ailleurs les éclats qu'il peut y avoir sur l'œuvre et qui sont le signe de ces différents déplacements successifs. Mais cet albâtre va permettre vraiment une sculpture virtuose. Alors peut-être un des détails les plus virtuoses, ce sont les rênes ici du cheval. Donc il y a une sorte de fine languette de pierre qui est totalement décollée du reste. Mais il y a aussi d'autres très très beaux détails, comme la main de Marie-Madeleine sur la croix et les deux pieds donc superposés du Christ. On voit en tout cas sur ces reliefs que François Marchand est un technicien de la sculpture absolument hors pair. Alors nous sommes devant la statue de Saint Paul, qui est l'autre grande œuvre qui subsiste du maître-autel de l'abbaye Saint-Père de Chartres. Il y avait un Saint Paul, un Saint Pierre et une Vierge à l'Enfant, mais seul le Saint Paul est aujourd'hui repéré et c'est l'un des fleurons de la collection du Musée des Beaux-Arts de Chartres qui en a généreusement ici accepté le prêt. Saint Paul retrouve donc les reliefs du maître-autel dont il est séparé depuis plus de 220 ans. Donc c'est assez intéressant de pouvoir faire le rapprochement à nouveau entre des œuvres qui ont vraiment été conçues pour être vues ensemble. Alors ce Saint Paul est très probablement l'un des chefs-d'œuvre de la sculpture de la Renaissance française et en tout cas c'est une œuvre très emblématique de ce qu'on appelle le maniérisme. C'est-à-dire ce courant artistique qui consiste à étudier de très près la réalité, mais aussi à s'en détacher et à s'éloigner du réel, en quelque sorte à le réviser avec un objectif esthétique. Et ici, on voit que François Marchand connaît très très bien l'anatomie. C'est très sensible, notamment dans des détails, comme le genou ici qui est presque visible par transparence au travers du drapé. C'est visible également dans la main gauche qui tenait en fait l'épée de Saint Paul. Et cette main est crispée sur le pommeau et on voit les tendons qui apparaissent. Donc c'est vraiment un sculpteur qui connaît très bien l'anatomie. Et en même temps, lorsqu'on regarde cette œuvre, on est frappé par un caractère un peu invraisemblable de cette anatomie. Alors il y a d'abord ces proportions tout à fait stupéfiantes, avec la tête qui est en réalité toute petite par rapport à la proportion générale du corps. C'est un corps en fait qui est presque un corps décroissant, c'est-à-dire que la partie basse est plus longue que le torse, et le torse lui-même est surdimensionné par rapport à la tête.
Et donc il y a un effet d'élongation très particulier qui est provoqué par cette déformation qui n'est pas une déformation accidentelle, qui est vraiment une déformation voulue par l'artiste. Autre effet absolument surprenant, le mélange entre le caractère statique et le caractère animé de la figure. Alors, il y a quelque chose de très statique parce que l'œuvre est en grande partie frontale, notamment au niveau du torse, et puis aussi parce que les bras sont très collés le long du corps. Mais il y a aussi du mouvement, notamment au niveau des genoux. Vous voyez qu'il y a un genou qui s'avance très sensiblement, et surtout il y a ce bassin extraordinaire, c'est-à-dire que le torse est de face, mais le bassin, lui, est oblique. Bon, c'est une position que je vous déconseille d'essayer de reproduire dans la réalité, c'est absolument anatomiquement invraisemblable, mais ça produit un effet très fort, à la fois de présence solennelle et en même temps d'animation et d'émotion. Et peut-être la volonté de toucher l'observateur de la sculpture par l'émotion, elle culmine sur le visage. Alors il y a tout d'abord l'animation extraordinaire de la barbe et de la chevelure avec ce traitement complètement mouvementé, agité avec des sortes de vagues ou d'ondulations qui font des courbes et des contre-courbes. Et puis au sein de ces ondulations, il y a des perforations absolument subtiles qui viennent donner de la profondeur. La plus belle peut-être des perforations, c'est celle qui se trouve ici. En fait, la mèche est percée d'un trou, donc il y a une sorte de petit point comme ça d'ombre qui est créé à cet endroit-là. Et ce qu'il faut regarder donc de très près, c'est le visage, où nous avons la bouche entrouverte, les yeux qui sont plissés presque totalement fermés, et les globes oculaires sont presque en contradiction avec l'arcade sourcilière qui est elle-même en contradiction avec le mouvement des sourcils. Donc on a une sorte de juxtaposition de mouvements contradictoires qui sont là pour souligner l'expressivité du visage et que le sein est en train de nous parler. C'est le sens de cette bouche ouverte et le message a une puissance un peu terrible, inquiétante, avec ce regard très profond, parce que du coup les yeux sont enfoncés dans les orbites et puis les plis des sourcils sont particulièrement mis en valeur. Donc c'est une œuvre à l'expressivité intense. C'est une œuvre aussi où il y a un enjeu plastique très important dans la question des drapés. En fait, le saint porte un manteau qui est tenu par une sorte de lien ici. Et donc il y a ces nœuds à chaque extrémité des liens. Le manteau est en train de descendre sur son torse, il passe derrière, il revient derrière les hanches et il est repris ici par un très gros nœud. Et ce manteau très bouillonnant, avec des effets de plis, avec des effets presque d'arêtes cassantes, contraste avec la chemise qui, elle, est beaucoup plus plaquée et qui va laisser voir presque des parties de corps. Et cette chemise elle-même, c'est cette particularité de ces tenues un peu déstructurées, enfin, j'allais presque dire, il est débraillé, on a l'impression qu'il n'est pas habillé correctement, mais c'est qu'il y a là un mécanisme à la fois de mise en valeur des drapés et aussi de jeu sur le corps totalement dénudé, le corps pas dénudé, mais en fait visible presque par transparence, et le corps caché dans le bouillonnement des drapés. Et ce jeu très particulier amène à se poser un peu la question, là encore, de l'origine de cette idée. Et d'où peut venir cette idée? Il est quand même très probable que Marchand connaissait de la sculpture de l'Italie du Nord. Et dans l'exposition, nous proposons un rapprochement avec une très belle estampe d'un graveur italien Campagnola qui lui-même a travaillé probablement à partir des grandes sculptures de l'Italie du Nord de la fin du XVe, où on retrouve un certain nombre de procédés que je viens de vous décrire, les morceaux de corps exposés, le rapport au drapé. Il y a même des détails qui sont communs, comme ce nœud très particulier de la ceinture placé en hauteur qu'on trouve sur de nombreuses sculptures, donc Italie du Nord, Florence, fin XVe siècle. Alors, est-ce que Marchand les a connus parce qu'il est allé en Italie? Est-ce qu'il les a connus par des copies? Est-ce qu'il les a connus par le biais des gravures qui elles-mêmes en étaient inspirées? La question, elle, est bien sûr totalement ouverte, mais dans tous les cas, on a ici une œuvre qui est extrêmement personnelle, parce que la manière dont les références sont réassemblées n'a pas beaucoup d'équivalent ailleurs. Je crois que c'est une œuvre, une fois qu'on l'a vue une fois, on la mémorise, on la reconnaît, et c'est ce qui en fait vraiment un des chefs-d'œuvre de la sculpture de la Renaissance française.
À l'abbaye Saint-Père, François Marchand a également réalisé le jubé. Le jubé, c'est une clôture très particulière qui sépare l'espace des fidèles et l'espace ici des moines. C'est une clôture particulière parce que c'est un mur, mais ça n'est pas seulement un mur, c'est aussi une tribune du haut de laquelle on peut donc chanter un certain nombre de parties de la messe. C'est d'ailleurs cette pratique qui explique le nom qui a été donné à cette clôture. Jubé dérive d'une des formules latines qui ouvre une partie de la messe. Donc c'est un espace qui sépare, mais c'est aussi d'un certain point de vue un espace qui réunit, puisque c'est un lieu où on échange entre le chœur des moines et l'espace de la nef qui est ouvert aux fidèles. Et sur ce jubé, il y avait donc un ensemble de 9 reliefs consacrés à la vie de Saint Pierre et de Saint Paul, puisque Saint Père est une déformation pour Saint Pierre, qui est le patron de l'église abbatiale. Alors, les reliefs du jubé sont séparés depuis plus d'une centaine d'années, puisque 4 reliefs ont été prélevés par le musée du Louvre à la fin du XIXe siècle, et les autres sont revenus à Chartres, dans l'église de l'abbaye, où ils n'étaient plus exposés. Et grâce à une restauration exceptionnelle, nous pouvons les redécouvrir. Alors la restauration, elle est peut-être particulièrement sensible sur cette œuvre, sur laquelle il a été assez difficile d'ailleurs de travailler, parce que nous avons travaillé sur elle alors qu'elle était en cours de restauration, et donc cette œuvre était en morceaux. En fait, elle est composée actuellement de 3 parties, donc un premier ensemble ici, un deuxième ensemble là, et la partie du torse qui est là, constitue encore un autre morceau. Donc il y a eu un travail absolument considérable mené par Olivier Roland, qui est vraiment un restaurateur hors pair sur tout ce qui est la gestion de la pierre, pour reconstituer le relief dans son ensemble, alors que jusqu'à présent on n'en voyait plus que des bouts séparés les uns des autres. Le deuxième point très important de cette restauration, c'est que ces œuvres étaient des œuvres en danger. En danger parce qu'on pense souvent que la pierre est immuable. En réalité, pas du tout. La pierre est un matériau qui est l'objet de mouvements, d'évolution. Et parmi les mouvements les plus dramatiques, il y a ce qu'on appelle les sels, les sorties de sel. Donc il y a dans la pierre calcaire en tout cas, des éléments qui sont en partie solubles, en partie mobiles à l'intérieur de la pierre. Et parfois, ces éléments, dans certaines conditions atmosphériques, dans un certain environnement, entreprennent de migrer vers la surface. Et cette migration est absolument catastrophique, puisqu'en fait, elle entraîne peu à peu la chute de la surface de la pierre. C'est un mouvement qu'il est très difficile d'arrêter et qu'on connaît parfois dans nos maisons, puisque une des sorties de sel les plus célèbres, c'est le salpêtre. Donc c'est une forme particulière de salpêtre qui s'était développée sur ces œuvres. Et pour stopper le processus, la seule solution qui a été possible, ça a été donc ce qu'on appelle un dessalement. Donc avant d'être remontés, les blocs sont restés plus d'une année dans des bains d'eau qui ont été régulièrement renouvelés de manière à pouvoir extraire ces sels solubles. Donc vraiment, l'œuvre ici est ressuscitée non seulement parce qu'elle est recréée, mais aussi parce qu'elle est stabilisée et qu'elle peut désormais envisager son avenir avec plus de sérénité en quelque sorte. Néanmoins, vous voyez que dans le détail, il y a des zones où il y a des pertes, et des pertes qui sont irréparables à cause des sels. C'est le cas en particulier de tout le paysage ici dans la partie supérieure droite, à comparer avec la partie supérieure gauche. Dans la partie supérieure gauche, il n'y a pas eu de sel, donc on voit encore toute la précision des motifs, et à droite, on a quelque chose de totalement érodé, de totalement émoussé. Alors le relief est difficile à lire aussi parce qu'il a été mutilé, comme tous les reliefs de ce jubé, très probablement par les révolutionnaires. À Chartres, il y a un contexte très tendu durant la Révolution, il y a des campagnes de déchristianisation très violentes, et c'est probablement à l'occasion de l'une de ces campagnes que donc toutes les figures ont été martelées. Donc aujourd'hui, ce relief, c'est l'ombre de ce qu'il était auparavant. Néanmoins, on perçoit encore, je crois, l'essentiel et le caractère extraordinaire de cette sculpture. Alors cette sculpture, elle nous montre donc un personnage romain, ici à droite, un juge qui est en train de condamner Saint Pierre et Saint Paul, et les deux saints sont martyrisés. Donc nous avons Saint Pierre ici qui est crucifié la tête en bas, ce qui vous explique qu'il y a le nombril en haut et les seins en dessous. Il faut imaginer que les deux bras formaient une sorte de Y ici, et puis qu'il avait les pieds donc, qui montaient dans la partie aujourd'hui totalement disparue du relief. Et donc il y a deux bourreaux, ici à gauche et à droite, qui sont en fait en train de lui attacher les pieds avec une corde dont on voit encore plusieurs fragments. Ensuite ici, nous avons l'autre groupe qui est le groupe en rapport avec Saint Paul,
Donc Saint Paul a été décapité, le saint est ici agenouillé, et on voit le bourreau qui est en train de prendre son élan avec son épée qui est là, pour frapper le saint. Alors, ces détails sont difficiles à lire, étant donné que le relief reste définitivement mutilé. Néanmoins, nous avons de la chance parce que comme François Marchand travaille d'après des modèles, et ici d'après des modèles gravés, en regardant la gravure, on peut comprendre un certain nombre de détails qui restent assez obscurs lorsque on est face à l'œuvre mutilée. Et donc ici, François Marchand s'est beaucoup inspiré d'une estampe d'après un modèle du peintre Parmesan. Il a copié presque exactement le groupe de Saint Paul et également le Romain juge qui condamne les deux saints. Un certain nombre de détails bizarres, vous verrez par exemple ici à droite il y a une sorte de petite poche dont j'ai mis très longtemps à comprendre ce que c'était. En fait je ne l'ai compris qu'en regardant très précisément la gravure parce qu'en fait le juge ici est assis sur une chaise dont on voit encore le départ des montants. Et le haut des montants est couvert par des sortes de pompons. Et en fait, c'est l'un de ces pompons que l'on voit ici et qui est exactement représenté sur la gravure. Alors, la restauration, elle est aussi l'occasion donc de voir l'œuvre de très très près. De plus près finalement qu'on ne l'a jamais vue. Et ça a été donc l'occasion d'observation sur la technique de la sculpture qui est exceptionnelle, mais aussi de réflexion sur l'iconographie, c'est-à-dire le sens de ce qui est représenté. Cette scène, elle devait jouer un rôle majeur dans le Jubé, puisqu'évidemment elle représente le martyre des deux saints auquel est consacré l'ensemble du cycle des reliefs, et les deux saints sont réunis ensemble. C'est le seul relief où les deux saints sont ensemble. Il était donc très probablement en position centrale sur le Jubé, et c'est également du coup le seul des reliefs sur lequel le sculpteur a apposé la date, et la date est ici dans un petit nuage en haut à gauche. Alors cette date était très probablement invisible pour les fidèles, parce qu'il faut s'imaginer que ces reliefs que nous voyons aujourd'hui à hauteur d'homme étaient en réalité très en hauteur. Dans l'exposition, à côté des textes d'explication, nous avons tenté de reconstituer les jubés à échelle 1. Donc vous avez sur la partie droite de ce grand panneau un morceau d'architecture qui vous montre la hauteur réelle du jubé de Saint-Père. Et vous comprenez donc que les reliefs qui sont aujourd'hui à ma hauteur, se trouvaient en fait au niveau des poutres de la salle ici du château. Donc la date ici n'était probablement pas visible. Il y a un autre détail qui également ne devait probablement quasiment pas être visible et qui est donc vraiment sculpté, j'allais presque dire de manière intellectuelle. Le relief n'est pas envisagé uniquement par rapport à l'observateur. Il est envisagé comme une œuvre en soi et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut la découvrir dans un contexte différent et qu'elle garde toute sa pertinence. Et donc il y a un deuxième détail très curieux, c'est qu'il y a un homme nu qui semble sortir d'un bouquet d'arbres et qui semble tomber. Ce détail, avant la restauration, on ne le voyait presque pas à cause de l'encrassement des reliefs qui étaient extrêmement gris. Et en fait, grâce donc au travail d'Olivier Roland, le restaurateur, on a pu l'observer très précisément et en proposer une interprétation nouvelle. Jusqu'alors, on avait dit que c'était peut-être un ange qui venait recueillir l'âme des deux martyrs. Bon, un ange un peu bizarre parce que tout nu, parce qu'avec un sexe et parce qu'avec pas d'aile. C'est déjà curieux. Mais en fait, quand on regarde de très près l'œuvre après restauration, on se rend compte que dans la chevelure du personnage qui tombe, il y a des cornes. Et donc ce personnage, c'est très probablement Satan. Et Satan, en fait, pense avoir gagné en entraînant la mort des deux saints, mais en réalité, il a perdu la bataille parce que par leur mort, ils témoignent de l'intensité de leur foi et ils vont être à l'origine de la diffusion du christianisme dans tout le monde européen. Donc c'est une véritable image très cryptée, très peu visible, pour évoquer le triomphe de la foi qui est présente sur ce relief et que la restauration nous a vraiment révélé pour la première fois. Alors vous avez sous les yeux un relief qui fait partie de l'ensemble des scènes du Jubé de Saint-Père. Et parfois, il y a des œuvres qui laissent les chercheurs perplexes. Celle-ci, c'est le cas, donc c'est une sorte d'appel au secours un petit peu. On a travaillé, mais on cale. Et il faut comprendre pourquoi on cale. Alors en apparence, c'est très simple, parce que quand on regarde l'œuvre un peu rapidement, on se dit il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que Marchand travaille souvent d'après des modèles, et ici le modèle paraît très clair. Nous avons un groupe de personnages sur une estrade, nous avons un personnage qui
qui est gisant au sol, autour des personnages assez surpris qui expriment donc leur perplexité, et tout cela se retrouve dans une estampe d'après Raphaël qui est consacrée à une scène des Actes des Apôtres qui raconte la mort d'Ananie. Donc on se dit, pas de problème, c'est la mort d'Ananie. Alors cette scène, elle est en plus très facile à reconnaître parce que le modèle est décliné de plusieurs manières. Et c'est, je pense, un des intérêts de l'exposition de montrer comment le même modèle peut donner lieu à des interprétations très différentes suivant le support. En effet, la mort d'Ananie a été créée par Raphaël non pas pour faire une estampe, mais pour faire une tapisserie très importante destinée à la chapelle Sixtine. Donc Raphaël a reçu vers 1515 la commande d'un cycle complet de tapisseries sur la vie de Saint-Pierre et la vie de Saint-Paul. Ces tapisseries existent toujours au Vatican. Il en existe également de nombreuses copies et nous avons la chance de pouvoir en montrer plusieurs dans l'exposition, dont la scène de la mort d'Ananie. Donc dans l'exposition, vous pouvez voir la scène de la mort d'Ananie qui fait 3,50 m de haut en couleur, en tissu. Vous pouvez la voir en sculpture, 80 cm de haut. Vous pouvez la voir également en gravure. Donc il y a un effet un peu kaléidoscopique qui montre comment le même modèle peut se décliner un peu à l'infini. Alors là où les problèmes commencent, c'est quand on regarde la scène d'un peu plus près. D'abord, à droite, vous voyez qu'il y a un temple qui ne se trouve pas sur la scène de Raphaël. En fait, le temple, il est pris d'une autre scène des mêmes Actes des Apôtres, qui est la prédication de saint Paul à Athènes. Et ce temple, il a également la particularité d'être en flammes. C'est un détail qui paraît important, parce qu'il y a un des personnages sur l'estrade qui le désigne. Et enfin, ici, il y a un soldat romain. Très clairement, il a une cuirasse très ornée, donc c'est un Romain. Tout ça ne colle pas avec cette histoire de la mort d'Ananie, car que raconte cette histoire des Actes des Apôtres? Nous sommes au début de la prédication de Saint-Pierre, au moment où la communauté des chrétiens n'est pas encore ouverte aux non-juifs. La présence d'un soldat romain est donc très étrange à l'intérieur de la scène. Ananie est l'un des premiers chrétiens et il se trouve qu'il a vendu un champ, mais au lieu de donner l'ensemble du produit de la vente du champ à la communauté des chrétiens, il décide d'en garder un peu pour lui. Et Saint-Pierre le fait venir, lui demande s'il a tout donné à la communauté. Ananie ment et répond donc qu'il a tout donné alors que ça n'est pas le cas. Et du coup, il est puni par Dieu et il est foudroyé sur place. Ici, c'est un peu curieux parce que la scène est censée se dérouler en présence de tous les apôtres. Or, nous n'avons pas tous les apôtres, nous n'avons plus que 5 personnages. Donc ces 5 personnages, le temple qui brûle, le Romain, sommes-nous vraiment face à la mort d'Ananie en dépit de tous les rapports qui existent entre l'estampe et la scène? La question est totalement ouverte. Je dirais que par prudence ou par lâcheté, dans le catalogue d'exposition, on a maintenu la mort d'Ananie. Mais on peut se demander si ça n'est pas une autre histoire, et en particulier l'histoire de Simon le magicien. C'est une histoire apocryphe, donc une histoire qui n'est pas retenue par dans les textes bibliques officiels, mais qui est très connue à la Renaissance. Simon le magicien, c'est un peu le double négatif de Saint-Pierre, et les deux personnages luttent ensemble par une série de miracles et de contre-miracles. Et évidemment, les miracles de Simon, qui sont en fait permis par des démons, finissent toujours par échouer. Et l'un de ces miracles qui échoue, c'est le moment où Simon s'envole dans les airs porté par des démons. Saint-Pierre donc demande à Dieu d'intervenir et Simon s'écrase au sol, grièvement blessé, en présence de Néron. On peut se demander si donc le personnage qui est là, ça n'est pas Simon le magicien, si ici nous n'avons pas Néron, et si le temple qui brûle n'est pas une allusion évidemment à la personne de Néron, à l'incendie de Rome, etc. Mais il faut reconnaître que même comme ça, tous les éléments ne font pas complètement sens, parce que le temple qui brûle est associé de manière finalement un peu indirecte à la scène. Donc peut-être faut-il encore chercher autre chose. Il y a des éléments de ce cycle qui restent mystérieux à l'issue de l'étude que nous avons pu emmener dans le cadre de l'exposition, et le travail doit donc continuer. Avis à vos idées sur cette scène. Alors l'étude de cette sculpture de la Renaissance, elle exige d'essayer de comprendre le contexte où se trouvaient les œuvres, parce qu'il y a des œuvres qui certes sont restées en place, mais beaucoup d'œuvres ont bougé au fil du temps. Et c'est le cas en particulier pour les grands reliefs qui se trouvaient sur les jubés, car ces jubés ont
très souvent disparu, ils ont très souvent été transformés. À Paris, aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul jubé de la Renaissance en place, c'est celui de l'église Saint-Étienne-du-Mont. Et les autres jubés, en particulier le jubé de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui était très célèbre, ont été détruits. Alors, souvent, on associe ces destructions à la Révolution. En fait, ça n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des changements dans la liturgie qui expliquent ces démolitions, et c'est le cas d'ailleurs pour Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est démoli en 1745, au moment où les chanoines de l'église fusionnent avec les chanoines de Notre-Dame. Ils vont donc quitter l'église, les fidèles récupèrent l'ensemble de l'espace, ce jubé les dérange parce qu'ils ne peuvent pas voir le maître-autel correctement, et donc ils vont le faire détruire. Tout va très vite, hein. La fusion des deux chapitres, donc le chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois et le chapitre de Notre-Dame a lieu en 1744. Dès 1745, on casse le jubé. Donc le jubé est vraiment lié à un usage précis. Lorsque l'usage disparaît, eh bien l'objet lui-même est menacé et en dépit de sa qualité, il peut être détruit et démonté. Alors ici, nous avons un mur qui réunit tout ce qu'on sait sur l'architecture du jubé de Saint-Germain-l'Auxerrois et qui permet de comprendre un peu le travail assez compliqué de l'historien. En fait, on a un petit plan, tout petit, qui est en fait en marge d'un plan général qui représente l'ensemble de la paroisse, et puis en haut, le graveur a mis l'église, et dans l'église, on voit encore le jubé. Donc, on connaît le plan du jubé, le fait notamment qu'il y a 3 arcades, qu'il y avait des colonnes, qu'il y avait 2 chapelles latérales et une arcade centrale pour aller vers le chœur. Tout ça, on le sait par ce plan. Et puis, on a la chance d'avoir 2 dessins. C'est exceptionnel, hein. Pour d'autres jubés, on n'a absolument aucun dessin. On n'a aucun dessin pour Saint-Père de Chartres, on n'a aucun dessin pour un autre jubé très important à Paris, qui est le jubé de l'abbaye Sainte-Geneviève. Donc on a la chance d'avoir 2 dessins, alors, qui sont ici réunis également pour la première fois, grâce à la générosité de la Bibliothèque nationale et de l'École des Beaux-Arts. Donc on peut comparer ces 2 dessins. Le dessin du haut, il date du début du XVIIIe, donc il est fait bien après la construction du jubé, et c'est un dessin qui correspond probablement à un projet de transformation. Parce que ce jubé, comme je vous l'ai dit, faisait obstacle à la visibilité du maître-autel, et donc les paroissiens avaient étudié la possibilité de poser des grilles et de transformer les chapelles latérales en arcade ouverte pour mieux voir le chœur. Donc c'est grâce à ce projet qui n'a visiblement pas été exécuté que nous avons la chance d'avoir ce relevé. Et puis en dessous, on a un autre dessin. C'est un dessin qui, de toute évidence, date du XVIe siècle, non seulement à cause du style général, mais aussi à cause d'un détail qu'on appelle le filigrane du papier. Les papiers, à l'époque, ce ne sont pas des papiers entièrement lisses, mais il y a des marques qui sont visibles par transparence parce que le papier est plus ou moins épais. Et parmi ces marques, il y a notamment le nom du papetier. Et donc grâce à la marque qui ici est parfaitement visible, on est sûr qu'on est sur un dessin du XVIe siècle. Toute la question est de savoir de quand date le dessin. Et en fait, là, la marque du papetier ne nous aide pas vraiment parce que le papetier qui a fait ce papier s'appelle Simon Nivelle, c'est un Troyen. Il a commencé son activité en 1539 et il termine son activité après 1580. Donc, difficile de dire de quand date exactement le dessin. Et du coup, pendant très longtemps, on a pensé que ce dessin était une sorte de variation sur le jubé de Saint-Germain-l'Auxerrois. Mais à le regarder de près, on pourrait plutôt se demander si ça n'est pas un projet préliminaire pour le jubé. Les rapports entre les 2 dessins, ils sont extrêmement nombreux. Le principe des arcades, les colonnes jumelées corinthiennes, le principe d'une balustrade avec des reliefs, tout ça se retrouve d'un dessin à l'autre. Il y a des petits changements, notamment dans les piédestaux qui sont séparés alors qu'ils sont réunis quand le jubé est finalement exécuté. Et donc, effectivement, on peut poser la question de savoir si ce dessin n'est pas un projet plutôt qu'une sorte de variation faite après coup. Et si c'est un projet, c'est très important parce que 2 très grands artistes de la Renaissance ont travaillé au jubé de Saint-Germain-l'Auxerrois, le sculpteur Jean Goujon et l'architecte Pierre Lescot. Donc on pourrait avoir un dessin qui serait peut-être en rapport avec Pierre Lescot. C'est donc une œuvre exceptionnelle et à regarder de très très près.
Alors nous entrons dans la dernière section de l'exposition qui est consacrée à Paris, comme toujours par une œuvre probablement de la fin des années 1530, du début des années 1540, mais un peu traditionnelle. Cette œuvre, c'est cette dormition de la Vierge, donc ce moment où la Vierge, en présence de tous les apôtres, s'endort de son sommeil éternel et son âme monte vers le ciel. On la voit au centre du relief. Alors, cette œuvre a été prélevée par Alexandre Lenoir, le créateur du Musée des Monuments Français, dans l'église Saint-Jacques de la Boucherie à Paris, durant la Révolution. Aujourd'hui, l'église est détruite, mais on connaît encore assez bien cette église parce qu'il reste la tour Saint-Jacques dans un square qui est vraiment presque au centre de Paris, tout près de Châtelet. Alors, l'œuvre a été associée au début à une période assez haute. Alexandre Lenoir l'a qualifiée même de gothique. À la fin du XIXe siècle, un autre grand historien de la sculpture, Louis Courageau, avait proposé de la rapprocher des premiers ateliers italiens installés en France au tout début du XVIe siècle, donc vers 1500, et il avait même imaginé un atelier extraordinaire sur la rive gauche de Paris qui serait à l'origine de cette œuvre. Et puis, il y a une dizaine d'années, l'œuvre a été présentée dans le cadre de l'exposition France 1500, mais dans la notice, on avait déjà commencé à dire « Oh, mais c'est peut-être vers 1510, voire 1520 ». Et à l'occasion de l'exposition, donc ici à Écouen, nous avons fait de nouvelles recherches dans les fonds d'archives et on a pu établir de manière claire que le relief provenait bien de Saint-Jacques de la Boucherie et qu'à Saint-Jacques, il y avait eu des travaux très importants pour une nouvelle chapelle de la Vierge en 1535. Et donc il est tentant de rapprocher ce relief des travaux de 1535. Donc vous voyez qu'il n'arrête pas de descendre dans le temps, et c'est bien la preuve que c'est une œuvre qui a une apparence un peu traditionnelle, ce qui explique qu'elle soit difficile à dater. Alors il est tout à fait passionnant de comprendre comment ce relief est construit. En fait, la scène, elle s'inspire d'un dessin qui date effectivement probablement de la fin du XVe siècle et qui est l'œuvre d'un des artistes les plus mystérieux de cette période qu'on appelle le maître de Moulins et qu'on propose aujourd'hui d'identifier avec un artiste originaire des Flandres qui s'appelle Jean Hey. Et donc celui-ci a donné un modèle pour la Dormition de la Vierge qui a été utilisé dans un vitrail à Moulins dès les années 1490, qui aurait donc peut-être pu servir aussi ici de modèle et qu'on retrouve encore utilisé dans les années 1540 en Touraine. Mais il y a peut-être un autre modèle encore à aller chercher, parce qu'on sait que en rapport avec le dessin de ce Jean Hey, il y avait un des plus grands sculpteurs français de la toute fin du XVe siècle qui avait travaillé et qui s'appelait Michel Colombe. Et ce Michel Colombe avait consacré donc un retable à ce sujet de la Dormition de la Vierge. Un retable dont on sait qu'il était en albâtre, dont on sait également qu'il avait de la polychromie, donc de la couleur, mais attention, une couleur partielle, c'est-à-dire que tout n'était pas peint, mais qu'il y avait seulement deux couleurs, de l'azur et de l'or, donc du bleu et de l'or, sur certaines parties. Et en fait, quand on regarde de près ce relief, on peut constater qu'il y a encore de nombreuses traces de couleur or et de couleur azur. Très peu visibles dans l'ensemble, mais dans les détails, on les perçoit très bien. Et donc, on peut se demander si ce relief n'est pas lui-même inspiré du relief de Michel Colombe, qui lui-même était inspiré du dessin de Jean Hey. Ça vous explique du coup aussi pourquoi les datations sont difficiles, parce qu'au fond, les modèles, certes, circulent dans l'espace, mais ils circulent aussi dans le temps. Et donc de ce point de vue-là, on aurait une œuvre très caractéristique de ces œuvres marquées par l'italianisme, mais au tout début du XVIe siècle, et pas du tout marquées par l'Antiquité, comme dans les années 1540. Alors, il y a d'ailleurs beaucoup de détails qui évoquent l'Italie, et en particulier la figure de l'âme de la Vierge. Vous voyez que la Vierge est presque nue, elle est entourée par des anges musiciens, il y en a un qui tient une viole, l'autre qui tient une corne, l'autre qui tient une flûte, l'autre une trompette, et cette Vierge nue sur un petit nuage rappelle quand même beaucoup la Vénus de Botticelli qui est en train de surgir de l'onde. Donc effectivement, il y a comme ça des images, des idées italiennes qui peut-être de manière complètement indirecte se retrouvent dans ce relief. Et puis ce relief est également marqué par un goût assez curieux d'ailleurs et paradoxal pour le paysage, parce que la Vierge ici semble mourir en extérieur. En fait, il y a une toile de fond qui n'a pas vraiment de rapport avec la scène et qui est vraiment le lieu d'une vie absolument intense, et à regarder de très très près,
Vous verrez qu'il y a donc un grand palais d'architecture sur la gauche, près duquel il y a une forêt dont un cerf vient de sortir pour aller brouter dans une prairie. Il y a la mer avec des bateaux, il y a des cavaliers qui rentrent dans une ville, il y a un chasseur qui remonte avec un petit panier de provisions. Visiblement, il a réussi à attraper un lièvre ou quelque chose. Il y a une grande grotte. Enfin bref, il y a une vie autonome de ce paysage qui est assez fascinante à l'intérieur de ce relief. Donc une œuvre certes traditionnelle, mais là encore extrêmement riche et extrêmement pensée dans la recombinaison des modèles et aussi dans un certain nombre d'évocations dans ce paysage extraordinaire. Alors, parmi les très belles redécouvertes de l'exposition, il y a l'ensemble qui ornait le jubé de l'abbaye Sainte-Geneviève à Paris. Alors cette abbaye est un peu oubliée aujourd'hui, même s'il en subsiste une partie très importante qui forme le lycée Henri IV. Elle est un peu oubliée parce que l'église elle-même a disparu. En fait, cette église était accolée à une autre église qui, elle, existe toujours, qui est l'église Saint-Étienne-du-Mont, et elle se trouvait donc à l'emplacement d'une rue, l'actuelle rue Clovis à Paris. L'église a été démolie un petit peu après la Révolution, et le jubé lui-même a été démonté, et là encore, les vestiges ont été recueillis par Alexandre Lenoir au Musée des Monuments Français. L'ensemble des reliefs de Sainte-Geneviève vient de faire l'objet d'une restauration par le musée du Louvre, une restauration qui permet de regarder à nouveau ces pièces avec un œil neuf et en particulier du point de vue de la polychromie, puisqu'il y a un rapport très particulier à la couleur dans les scènes de Sainte-Geneviève. Nous sommes face à une polychromie partielle, donc on renonce à une polychromie très riche comme on a pu le voir dans une autre œuvre de l'exposition, au profit d'éléments ponctuels. Alors, il y a la dorure. La dorure reste très importante dans cette sculpture des années 1540. Il faut dire que c'est peut-être pas seulement une couleur, mais c'est aussi une lumière, enfin une manière de mettre en valeur la sculpture. Et vous voyez ici qu'il y a donc toute une série d'éléments, donc les bordures des vêtements en particulier, qui étaient rehaussées de dorure. Il y a ensuite les carnations, donc les chairs, qui sont traités au naturel, donc avec des couleurs rosées et avec un rendu illusionniste, les lèvres sont plus rouges, etc. Et ensuite, il y a des parties qui restent entièrement blanches, hein, le reste du vêtement, et puis le fond sur lequel on a, à la dorure également, pratiqué un jeu d'enroulements végétaux tout à fait exceptionnel. Donc la sculpture est de très belle qualité, elle a été jusqu'à présent un peu mal jugée. Malheureusement, on n'a pas réussi à identifier qui était le sculpteur qui a travaillé donc sur cette Vierge de Pitié, mais aussi sur les 6 autres scènes qui devaient orner le jubé et qui sont consacrées au thème de la Passion du Christ. Donc on suit le Christ depuis le dernier repas, la scène, jusqu'à son ascension, et puis on voit même le dernier épisode qui est celui de la Pentecôte où donc l'Esprit Saint descend sur les apôtres. Alors le cycle est très difficile à comprendre parce que donc, la Vierge de Pitié ici, qui était au centre, venait se placer à un emplacement qui n'est pas le bon par rapport à la narration. Donc il faut imaginer que la narration venait s'interrompre, et également le cycle ne comprend pas le morceau principal qui est la crucifixion. Mais l'explication de cette absence est très simple, c'est que la crucifixion devait figurer au-dessus du jubé, c'est-à-dire que le jubé supportait une statue monumentale où on voyait la Vierge, Saint Jean et probablement donc le Christ crucifié. Alors cette scène principale montre donc ce qu'on appelle une Vierge de pitié, c'est-à-dire une Vierge qui est en train de soutenir et de pleurer le corps de son fils mort, et cette Vierge est entourée d'un côté par un ange et de l'autre par un abbé, qui est l'abbé Philippe le Bel, l'abbé qui a commandé le décor de Sainte-Geneviève, et on l'identifie très très bien, non seulement parce qu'il a la tenue de l'abbé, la mitre, la crosse, mais aussi parce qu'il a fait figurer ses armes au premier plan. Alors, l'abbé Le Bel montre bien l'importance de ces grands prélats, de ces grands religieux dans ces commandes religieuses. Elle montre également à quel point ils se sont investis de manière importante dans ces commandes, des commandes qu'ils utilisent non seulement pour véhiculer un message sur la foi, mais aussi pour immortaliser leurs propres souvenirs. Et ici, vous voyez qu'ils devaient figurer vraiment à une place de choix, puisque une des hypothèses que nous avons fait est que ce relief était au centre du jubé.
Donc le portrait du commanditaire est au centre de l'œuvre. Et l'abbé Lebel a commandé également de nombreuses autres œuvres pour l'Église. Il y avait un ensemble de tapisseries dont les cartons ont été confiés à Jean Cousin, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler à propos d'une autre œuvre de l'exposition. Et il y avait également donc, tout un ensemble de vitraux où à chaque fois il se fait représenter. Donc salut éternel, mais aussi gloire mondaine sont présentes à l'intérieur de ces œuvres. L'abbé Lebel est un personnage très important du point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue d'histoire de l'art, puisqu'il a commandé des œuvres très nombreuses. Malheureusement, seules les sculptures que vous voyez ici subsistent. Les tapisseries qu'il avait commandées ont disparu, on n'en connaît plus que quelques relevés du XVIIe siècle, et pour les vitraux, il n'y a que des mentions dans des textes anciens. Mais c'est donc un commanditaire très important, et ça souligne le fait qu'à la Renaissance, l'œuvre d'art n'est pas seulement, et peut-être pas principalement, le fait de l'artiste. L'œuvre d'art a une mission, elle a un but, elle est commandée avec un objectif précis, et donc la question du commanditaire est au moins aussi importante que celle de l'artiste. Cet abbé Lebel est évidemment à la tête de la plus importante abbaye de Paris, puisqu'il faut rappeler que Sainte-Geneviève est la patronne qui protège la ville, et que sous l'Ancien Régime, donc l'abbaye abritait les reliques de la sainte qui étaient portées en procession dès qu'il y avait une difficulté à l'intérieur de la capitale. D'autre part, donc cette position de Sainte-Geneviève donnait à l'abbaye une importance très grande, et il est très clair que l'abbé Lebel connaissait beaucoup d'autres grands prélats. Et en particulier, il avait incontestablement des liens avec François de Brillac, qui était l'abbé de Saint-Père à Chartres. Et donc on peut se demander si la commande des deux jubés n'a pas des liens, puisque en tout cas les deux prélats ont commandé quasiment au même moment chacun un jubé avec un thème différent. François de Brillac lui-même était parent avec l'évêque d'Orléans. Donc on voit que là il y a des réseaux familiaux, il y a des réseaux d'entraide, il y a des réseaux d'intérêts communs entre ces prélats qui facilitent la diffusion de ces œuvres d'une ville à l'autre, et que ce n'est pas seulement les artistes qui se déplacent, mais peut-être aussi les commanditaires qui échangent des idées. Alors dans l'exposition, nous avons la chance de pouvoir présenter une des œuvres les plus importantes des années 1540, mais aussi une des œuvres les plus importantes de la Renaissance française, qui est l'ensemble qui provient du jubé de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, ce jubé qui a donc été détruit en 1745, mais au moment de la destruction, un certain nombre de sculptures qui ornaient le jubé étaient déjà tellement célèbres qu'elles ont été préservées, et elles sont aujourd'hui conservées au musée du Louvre, qui a généreusement accepté de nous prêter l'ensemble de la série, c'est-à-dire les 5 reliefs. Les 5 reliefs, ce sont donc une déploration sur le Christ mort qui était au centre du jubé, et 4 évangélistes que nous verrons ensuite, qui étaient sur les piédestaux de part et d'autre de ce relief. Là encore, nous sommes sur des reliefs qui étaient placés sur la balustrade du jubé, donc à au moins 4,50 m de haut. Donc ces œuvres sont extrêmement célèbres parce qu'il s'agit vraiment d'un manifeste de ce qu'on considère comme l'art français classique de la Renaissance, un manifeste qui est confié au sculpteur Jean Goujon. On le sait de manière claire parce qu'on a le contrat qui a été passé avec lui pour réaliser la sculpture. Là encore, le contrat nous dit qu'il y a un modèle, on ne sait pas qui est l'auteur du modèle, et on nous dit en revanche que c'est Jean Goujon qui est vraiment chargé de la mise en relief. Ça, on le sait parce qu'il y a d'autres œuvres qui sont confiées à d'autres sculpteurs sur le jubé. Et dans ce cas-là, aux autres, on va fournir un modèle en relief déjà préexistant à reproduire. Pour Goujon, on ne le fait pas. C'est donc lui qui va créer ce relief et qui va créer donc cet art extraordinaire que parfois on qualifie de grec, tellement il y a une espèce de pureté dans ses formes. Alors c'est la pureté des corps nus, mais c'est aussi l'extraordinaire beauté des drapés, qui sont des drapés extrêmement graphiques.
Il y a d'autres éléments qui expliquent aussi ce caractère qu'on appelle parfois grec, de manière évidemment inexacte, il faut le dire, parce qu'on ne connaît pas la sculpture grecque à la Renaissance. Durant tout le XVIe siècle, la Grèce est sous le contrôle de l'Empire ottoman, donc sous le contrôle des Turcs. Il est très difficile pour un occidental d'accéder en Grèce. Donc il n'y a pas d'artistes qui vont étudier les monuments sur l'Acropole. Ce que les hommes de la Renaissance connaissent de l'art grec, ils ne le connaissent que par les œuvres qu'ils ont pu voir à Rome. Donc c'est une vision très partielle et très déformée. Quand on dit art grec, c'est au fond plus une idée de pureté, plus une idée de classicisme que la volonté d'affirmer qu'il y a un modèle antique grec derrière. Et ce qui fait une partie du caractère extraordinaire de cette œuvre, c'est aussi une forme de dépouillement très sérieux et une forme de simplification, notamment dans les personnages qui entourent le Christ mort. En effet, nous savons par la Bible que deux hommes aident à l'enterrement du Seigneur, donc Nicodème et Joseph d'Arimathie. Très souvent dans la sculpture du Moyen-Âge, et encore au début du XVIe siècle, dans toutes les mises au tombeau que l'on trouve dans les églises, on essaye de distinguer les deux personnages. Il y en a un qui est plus riche que l'autre, il y en a un qui est plus vieux que l'autre. Donc ils ont des tenues très différentes. Ici, il est impossible de dire lequel des deux est Nicodème, lequel des deux est Joseph d'Arimathie. Donc il y a une sorte d'abstraction dans la scène, on renonce à une précision iconographique pour représenter des types, en quelque sorte. C'est un peu la même chose pour les saintes femmes. On n'identifie la Vierge que parce qu'elle est soutenue par Saint Jean. Sinon, elle ne se distingue pas des autres saintes femmes. Et quant à Marie-Madeleine, on la distingue un tout petit peu des autres parce qu'elle a une chevelure un peu plus ornée. Mais les vêtements, les drapés, tout est pareil et donc tout produit un sentiment d'extraordinaire unité à l'intérieur de la scène. Enfin, ces drapés sont de véritables drapés graphiques, c'est-à-dire qu'ils dessinent des lignes. Ce sont des drapés fluides et vous voyez qu'ils créent tout un jeu de lignes, d'incisions, d'ombres qui sont tout à fait remarquables et qui caractérisent la manière de Jean Goujon. Et il y a aussi donc ce goût pour la ligne, on le voit très très bien dans le fait que les figures sont cernées par une ligne de contour. Donc elles se détachent du fond qui est entièrement plat parce qu'il y a une très fine ligne qui vient les en séparer. Donc Goujon, c'est l'homme de la ligne, c'est aussi l'homme du pointillé. Et on le voit très très bien dans les chevelures où il a abondamment utilisé ce qu'on appelle le trépan, c'est-à-dire en fait une perceuse pour marquer le centre des mèches. Et ça crée également quelque chose de très identifiable. Donc l'œuvre évidemment est très très célèbre, elle a été de nombreuses fois commentée. On a beaucoup insisté sur la virtuosité technique de Goujon. C'est vrai que le relief ne comporte en apparence aucune reprise. En réalité, lorsqu'on regarde de plus près, ça n'est pas tout à fait le cas. On constate que le sculpteur a fait des petites révisions, des révisions qui sont faites de manière très savante, mais il y en a deux qui sont quand même vraiment visibles. Il y a d'abord le pied gauche ici du personnage qui en fait est totalement réincrusté. Donc on a changé son pied. Et pour cela, on est venu remettre un morceau de pierre, on a fait une greffe en quelque sorte dans la sculpture. Et puis, il y a un autre changement qui est plus difficile à expliquer. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il a eu un problème dans le bloc? Est-ce qu'il n'a pas été satisfait? Il a refait l'oreille de Marie-Madeleine et donc il a fait une petite pièce rectangulaire qu'il est venu intégrer dans son bloc. Donc souvent, on a l'impression que la pierre, c'est totalement fait en une seule fois, qu'on ne peut rien changer. En réalité, on a quand même la possibilité de faire des petites transformations qui se voient assez peu. Alors, elles se voyaient peut-être encore moins à l'origine parce que le relief, aujourd'hui, nous apparaît intégralement nu. On voit la matière même de la pierre sur l'ensemble du relief. On peut se demander si c'était le cas lorsque Goujon l'a créé. On sait en effet que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le relief était recouvert de dorures et qu'il était même massivement doré, puisque tout ce qui était en relief était doré. Seul le fond était resté couleur pierre. Ça explique d'ailleurs la présence de ce petit arbre, qui est un peu curieuse peut-être aujourd'hui, mais qui devait prendre un relief plus important lorsqu'il était doré. Toute la question est de savoir si cette dorure est une adjonction qui a été faite au XVIIe ou au XVIIIe siècle, ou si elle est d'origine. Déjà à la fin du XVIIe siècle, cette dorure était très critiquée et donc pendant longtemps on a pensé qu'elle avait été rajoutée après coup. Mais en réalité, un document qui a été relu dans le cadre de la préparation de l'exposition permet de conclure qu'en 1614,
on avait déjà entrepris de redorer les figures, ce qui implique qu'elles étaient déjà dorées avant. Or, ce travail de dorure ne se faisant pas tous les jours, 1614, on commence à être assez proche des années 1540, années donc durant lesquelles ont été faits le relief. On peut donc se demander s'il n'y avait pas un effet tout à fait différent. À l'origine, toutes les parties en relief étaient peut-être dorées et seul le fond restait couleur pierre. Ça devait aussi contribuer un peu à changer la perception grecque que nous pouvons avoir aujourd'hui de cette sculpture, et ça rappelle l'importance de cette question de la couleur et de la lumière dans la sculpture. L'exposition d'Écouen est aussi l'occasion de reposer une question tout à fait fondamentale sur les reliefs du Jubé de Saint-Germain-l'Auxerrois et sur la méthode de travail et le rôle de Jean Goujon. En effet, depuis très longtemps, on sait que ces reliefs de Saint-Germain-l'Auxerrois présentent un rapport très fort avec une œuvre qui nous intéresse beaucoup à Écouen, qui sont les reliefs de l'autel de la chapelle d'Écouen. La chapelle qui se trouvait dans le château. Ces reliefs ont été démontés à la Révolution. Ils sont aujourd'hui sur un autel qui est remonté à Chantilly et que donc on ne pouvait pas déplacer pour l'exposition. Mais là encore, grâce à la possibilité de techniques de substitution, nous avons bénéficié d'un prêt très généreux de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui sont les moulages de l'autel de la chapelle d'Écouen remonté à Chantilly. Et donc ici dans l'exposition, pour la première fois, je pense depuis plus d'une centaine d'années, on peut à nouveau comparer les deux séries et s'interroger sur le rapport qu'il y a entre les deux. Alors que sait-on de manière claire par les documents? Nous savons ici que donc Jean Goujon est le sculpteur. Il n'y a aucun doute et que c'est lui qui sculpte vraiment, qui a le marteau, qui a les outils pour sculpter. La question de savoir qui a donné le modèle, elle est ouverte parce que le marché précise qu'on lui fournit des patrons. Mais est-ce que ces patrons, est-ce que c'est lui qui les avait donnés dans une phase antérieure? Est-ce que c'est Pierre Lescaut, qui est l'architecte, qui les avait donnés? Est-ce que c'est encore un autre artiste? Tout est possible. Ce qu'on sait également, c'est donc qu'il a travaillé sur ce sujet entre 1544 et 1545. Il lui faut à peu près 12 mois pour travailler sur les 5 reliefs. Ensuite, que sait-on sur le cas d'Écouen? Eh bien là, on sait beaucoup moins de choses, mais on sait tout d'abord que Jean Goujon est au service du connétable de Montmorency, qui est le propriétaire du château d'Écouen. Dans un texte de 1547, on nous dit qu'il est l'architecte du connétable. Pas le sculpteur, mais l'architecte. D'autre part, on peut penser que l'autel lui-même a été réalisé à peu près dans les mêmes années que le Jubé de Saint-Germain-l'Auxerrois. Parce que s'il n'y a pas de date sur l'autel, il y a des dates sur d'autres éléments de décor de la chapelle qui ont dû être faits en même temps, et ces dates s'échelonnent entre 1547 et 1548. Donc, il n'y a pas de doute que les deux œuvres sont très proches chronologiquement, et qu'il y a un personnage qui fait le lien entre les deux séries, qui est Jean Goujon, et enfin que les modèles ont circulé d'une série à l'autre. C'est très sensible si on regarde le Saint-Matthieu qui est ici. On voit qu'il est en partie de dos. Il a une jambe donc, qui est nue et qui s'appuie sur le bord du relief. Et c'est exactement la même chose dans le relief d'Écouen, aujourd'hui conservé à Chantilly. Donc, jusque-là, tout est clair. Là où la situation se complique, c'est de comprendre quel est le rôle exact de Goujon dans chacun des cas, et est-ce qu'il y a une série qui précède l'autre? Alors là, tout a été dit sur ce sujet, et les hypothèses sont encore ouvertes. Il faut attendre que le public puisse voir l'exposition, que les amateurs, que les spécialistes observent, et puis qu'ils se fassent leur propre jugement. En attendant, le commissaire de l'exposition va tenter, lui, de vous dire ce qu'il en pense, mais sous toute réserve. Alors, ce qui paraît clair, c'est que Goujon n'a pas le même rôle dans les deux séries. Ici, il est sous l'autorité d'un architecte et il intervient en tant que sculpteur. Ici, il est plutôt visiblement concepteur et ça n'est certainement pas lui qui a sculpté. Même si les moulages sont un peu différents des originaux, on perçoit quand même très clairement la différence
entre les deux séries, dans la technique. Tout d'abord, Goujon, c'est cet homme qui aime la ligne, qui va d'ailleurs ici dans le Saint Matthieu souligner la ligne de manière extraordinaire par un creux, et même parfois il va souligner sa ligne par des trous à l'intérieur de la ligne. Vous pourrez regarder ici sur le bonnet ou ici, la ligne est faite d'une série de perforations. Sur le relief du bas, il n'y a absolument rien d'identique. On ne joue absolument pas sur ces effets de ligne. Deuxième différence très importante, le sens du relief. Goujon, lorsqu'il sculpte lui-même, a l'intuition que le relief relève en partie d'une convention et que le relief n'est pas seulement un relief lié à la perspective. En effet, lorsqu'on pense au relief dans une œuvre comme celle-ci, on est tenté de se dire que les parties les plus saillantes doivent être les parties qui sont les plus proches de nous. C'est exactement ce que fait d'ailleurs le sculpteur du bas. Le bras droit est plus proche de nous que le bras gauche, il est donc plus ensailli. Ça n'est pas ce que fait Jean Goujon ici, puisque si vous regardez par exemple le livre et le bras, eh bien le livre est censé venir devant le bras qui se trouve en dessous, et pourtant le bras est plus saillant que le livre. Pourquoi ? Parce que Jean Goujon pense qu'en fait l'enjeu graphique, l'enjeu visuel du relief prime sur la logique de la perspective dans l'échelonnement des plans. Et que donc ce qui compte, c'est de montrer clairement l'opposition entre les lignes, l'opposition entre les surfaces planes et les volumes, et que ça peut exiger de sortir de cette espèce de règle intuitive qui consiste à penser que plus c'est saillant, plus c'est proche de nous. Donc, on ne retrouve pas ça non plus dans le relief du bas, il n'y a donc pas de doute que Jean Goujon n'est pas le sculpteur. Il y a un autre argument également qui est que lorsqu'on compare les différents éléments de la série de Chantilly, on constate qu'en fait il y a probablement plusieurs personnes qui sont intervenues, en particulier dans le dessin des nuages. C'est un très beau sujet, très onirique, plein de rêves, et en fait les nuages sont très différents les uns des autres dans la série d'Écouen Chantilly, alors qu'ils sont tous les mêmes dans la série de Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc, d'un côté, un Goujon qui sculpte, de l'autre, un Goujon qui est probablement plutôt concepteur. Après, la question qui reste ouverte, c'est de savoir dans quel ordre ont été faits les deux ensembles. Pour ma part, j'ai tendance à penser que le relief de Saint-Matthieu de Saint-Germain-l'Auxerrois est fait avant celui de Chantilly. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'à Chantilly, on a l'impression qu'on recycle des idées qui sont présentes ici, et le recyclage est moins bien fait d'ailleurs. Si vous regardez l'ensemble des séries, vous vous rendrez compte que, par exemple, il y a des figures qui sont copiées presque exactement, et d'autres qui ne sont pas copiées du tout. En particulier, c'est le cas pour la figure de Saint-Luc. Les deux Saint-Luc sont très différents. Et en fait, le Saint-Luc de l'Hôtel d'Écouen, c'est en fait le Saint-Matthieu qui est repris. Mais c'est le même modèle en miroir qui est utilisé. Donc il me semble qu'ici, on est plus proche des modèles originaux très particuliers, très bien travaillés, et qu'en dessous, on est sur quelque chose qui témoigne plus d'une reprise, et que peut-être Goujon n'avait pas récupéré l'ensemble des modèles, et que donc il y en a un qu'il a été obligé de dupliquer d'une manière qui n'est peut-être pas totalement réussie. Donc pour cette raison, je crois qu'il faut envisager les choses dans cet ordre, mais il faut rappeler qu'une autre hypothèse a été présentée et que, selon Cécile Scalières, qui est conservatrice au Louvre et qui a étudié l'hôtel d'Écouen, elle pensait que l'hôtel datait vraiment du tout début des années 1540 et qu'ensuite on avait fait Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc débat qui reste ouvert. Alors l'exposition Le renouveau de la passion est donc l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des œuvres très importantes de la Renaissance française. Cette exposition n'est qu'une étape, car vous avez pu peut-être constater au cours des explications qu'il y a beaucoup de sujets qui restent ouverts, il y a des hypothèses, il y a des choses à valider, il y aura peut-être de nouveaux documents qui vont nous permettre dans les années à venir de préciser un certain nombre d'idées. En attendant, la beauté de ces œuvres subsiste et elle est permanente. Nous espérons que vous serez nombreux à pouvoir bientôt venir découvrir les œuvres et en attendant, si vous souhaitez avoir un aperçu, une visite virtuelle de l'exposition sera très bientôt disponible sur le site du musée. Elle vous permettra donc de vous familiariser un petit peu avec la présentation en attendant de venir sur place regarder ces sculptures. Alors cette exposition a vu le jour dans un contexte qui est assez difficile, mais peut-être aussi d'un certain point de vue un contexte qui a
pu être favorable. Ce qui est difficile, c'est évidemment que l'exposition devait ouvrir le 25 novembre 2020 et que donc nous espérons pouvoir l'ouvrir au public. Les prêteurs très généreusement acceptent de décaler les dates de prêt et donc nous avons vraiment l'espoir qu'elle pourra être présentée. Ça, c'est évidemment un aspect très négatif. Ça a été aussi difficile de monter l'exposition. Monter une exposition de sculpture, c'est toujours plus délicat que de monter une exposition avec des objets d'art ou avec des petits tableaux. Ce sont des manutentions absolument considérables. Il faut des échafaudages pour déplacer certaines œuvres et on peut vraiment remercier toutes les équipes et en particulier la société Bovis qui a fait le transport dans des conditions souvent difficiles. Alors il y a aussi des aspects plus positifs, c'est que le premier confinement est arrivé au moment où on était en train de rédiger le catalogue et finalement ça a été une espèce de bouffée d'oxygène. On pouvait être très concentré sur le catalogue, peut-être plus concentré qu'on ne l'est d'habitude et donc on a la chance de disposer d'un très beau catalogue, des éditions in fine. D'abord la maquette est très travaillée, on a relu plus qu'on n'a jamais pu relire je crois un catalogue et on a pu réfléchir autrement. Donc je crois qu'il y a aussi, enfin il faut toujours chercher le positif, mais il y a du positif dans cette situation et dans le fait que du coup, il y a un renouvellement du sujet qui est peut-être plus important que ce qu'on imaginait au départ quand on a entrepris l'exposition, puisque évidemment, en particulier dans la section sur Paris, les œuvres sont presque toutes conservées au musée du Louvre, donc ce sont des œuvres qui en apparence sont très bien connues, néanmoins, on a réussi à faire sortir de nouveaux éléments ou peut-être à porter sur elles un regard un peu décalé. Bonjour, donc, pardon, ça commence bien. Ah bah alors, zut. Bon, c'est bien ça déjà. Alors, ça c'était le petit topo. Non, attendez, j'ai changé. Parce que je ne sais pas combien il fait de haut en fait. Voilà, alors c'est ça, il faut qu'on parle quand même de la fuite en Égypte elle-même. Mais que je la refasse, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu un bruit. Oui, donc. Bon, je vais commencer ça d'ailleurs. Bon. Nous espérons que vous serez nombreux à bientôt pouvoir. Le commissaire de l'exposition va se C'était un peu grumeleux, il faudrait peut-être que je le refasse.